Salut la compagnie, c'est Jules Melon et aujourd'hui on se retrouve pour un petit podcast, ou un gros podcast plutôt, avec les amis Pierre alias camarade Formica et Artopolis. Comment allez-vous? Eh ben ça va. Ça La va. forme, la forme, la forme. Et ensemble on va pas parler d'un film. Bon, quoique ça pourrait être une sorte de très long film, hein, sur 4 saisons, mais une série qui a été diffusée sur Apple TV+, depuis 2019, qui vient de terminer. Ah, c'est fini. On est sûr que c'est une série qui aura pas de suite ou de spin-off et tout, ça a été annoncé, hein. Cette série, c'est Servant. Alors, créée par un certain Tony Basgallop, qui est un Britannique qui a travaillé sur 24 heures chrono, par exemple, un petit peu. Mais bon, c'est quand même, on va dire, la création aussi du producteur, d'un réalisateur qu'on apprécie beaucoup, nous trois, un certain M. Night Shyamalan, qui avait déjà fait des séries avant, notamment Wayward Pines, de mémoire. Je ne sais pas s'il avait travaillé sur d'autres trucs, mais il y avait des rumeurs qu'il voulait faire les Contes de la Crypte et tout, mais bon, Ah visiblement, ça oui, c'est n'en vrai. parle plus. Et donc là, oui, c'est lui qui est derrière et on sent de toute façon qu'il a sa patte. Avec au casting, alors, c'est intéressant parce qu'on a une actrice qui joue la mère Dorothy, qui s'appelle Lauren Ambrose, que j'ai découvert en parallèle récemment dans la série Six Feet Under, où elle avait 20 ans de moins. Et c'est vraiment une actrice qu'il faut saluer parce que elle porte beaucoup, beaucoup d'émotions en elle. On retrouve aussi Toby Kebbell qui joue son mari, le père. Alors, je dis le père et tout parce que c'est une histoire de bébé, on va y revenir. La jeune nounou gouvernante, babysitter qui débarque, qui est interprétée par Nell Tiger-Free. Et Rupert Grint, tiens, qui est là. Eh oui, notre cher Ron Weasley dans la saga Harry Potter, mais qui a aussi joué dans le dernier film à date de M. Night Shyamalan, le très bon Knock at the Cabin. Et bon, il y a des acteurs récurrents invités, dont Tony Revolori, qu'on a pu voir dans le MCU. Il joue Flash. Flash Thompson. Hein. Et il y a aussi Boris McGyver qui joue l'oncle George et qui avait, par exemple, eu un petit rôle dans Little Odessa de James Gray, que Artopolis a revu il n'y a pas longtemps. Donc, comme quoi, tout est plus ou moins lié dans ce monde cinématographique et sériel. Et l'histoire, alors, pour faire simple, hein, pour rester vague, on va suivre à Philadelphie, tiens donc, la ville préférée de M. Night Shyamalan, Dorothy et Sean Turner, qui vont engager une jeune nourrice, Liane, qui doit avoir 18 ans à peu près, afin de prendre soin de Jericho, leur enfant. Enfin, leur enfant, pas vraiment. En fait, c'est une poupée reborn, parce que le gamin, il est mort. Et la mère, parce qu'elle n'a pas pu surmonter son traumatisme, bah, là, cette poupée, elle croit vraiment que c'est son fils. C'est assez tragique dès le début, hein. Et ben, Liane, elle va vraiment s'occuper de cet enfant. Tant et si bien que la poupée, elle va pas rester longtemps poupée. Donc déjà, élément de surnaturel très rapidement. Je crois que c'est à la fin du premier épisode. La poupée revient à la vie. Est-ce que ce serait son fils ou pas? Est-ce que c'est un mystère, etc. Évidemment, il va se passer beaucoup de choses autour du deuil et d'éléments un petit peu perturbateurs, puisque Liane, elle viendrait apparemment d'une secte. Et donc, vous pouvez imaginer ce qui peut se passer par la suite. Et c'est une série qu'on peut qualifier, je pense, hein, de série huis clos, parce que ça se passe à 90% dans la maison de Dorothy et Sean, même si des fois on a des petites escapades, etc. Parfois télévisuelles à travers les médias, parce que Dorothy est une ancienne journaliste. Enfin, elle l'est, mais elle est en pause. Et on va suivre pas mal de choses avec le frère de Dorothy qui débarque, qui est alcoolique, etc., etc. Et pendant 4 saisons, on va se poser des questions sur qui est vraiment Liane. Est-ce qu'elle veut du bien ou est-ce qu'elle veut du mal? Et est-ce que la secte autour d'elle lui veut du bien, lui veut du mal? Est-ce que Dorothy va surmonter ce deuil ou pas? Ou va-t-elle sombrer en pleine folie? Voilà, c'est un synopsis assez vague pour une histoire assez horrifique, dramatique, en mode thriller, un peu sombre. Et déjà, je vous pose la question, quelle est votre approche avec cette série et à quel point vous l'appréciez? On va commencer avec notre cher ami Pierre. Alors de mon côté, j'aime énormément le cinéma de Shyamalan en général, tout ce qu'il a fait, moins Sixième Sens. Mais oui, contrairement à tout le monde. En fait. Mais mais donc du coup, je pense que Servant, ça fait partie des peut-être des 3-4 meilleures œuvres qu'il ait jamais sur lesquelles il ait jamais travaillé. Qui c'est peut-être ça fait partie un peu de la quintessence de ce que fait Shyamalan. Hein. Ça brasse toutes ces thématiques et surtout, il y a que, je pense que ce qui est d'une certaine manière, je pense que ce qui la rend le côté le plus personnel de Servante vient du fait qu'il l'a pas réalisé tout seul, précisément. Ouais. Vient du fait qu'il l'a fait avec d'autres réalisateurs, avec ses filles aussi.
Ishana Night Shyamalan, qui elle qui est réalisatrice et qui réalise pas mal d'épisodes, pas mal des meilleurs épisodes de la série qui plus est, et sa fille Saleka, qui elle est chanteuse et dont les chansons passent très régulièrement dans la série. Toute la côté familiale de Shyamalan s'incarne, et puis chez Shyamalan, il y a toujours eu cette idée de faire société et faire communauté, en général, de faire circuler quelque chose, une émotion entre les gens. Et du coup, le fait qu'il ne le réalise pas tout seul, il y a cette continuité à travers son style irrigue dans tous les épisodes, mais en même temps, il y a une singularité propre à chaque réalisateur. Il a fait venir que les réalisateurs de cinéma du monde entier pour la série, finalement, essentiellement, enfin, beaucoup d'Européens notamment. Et enfin, il me semble que par exemple le dernier épisode de la série est réalisé par un duo autrichien, enfin des pays qui en plus sont pas forcément les pays auxquels on pense quand on pense au cinéma. Et donc il a été chercher plein de réalisateurs novices et il a construit quelque chose en communauté avec eux, et c'est ça que je trouve intéressant dans Servant, c'est que toutes ces thématiques se sont incarnées dans le mode de fabrication de la série, et réciproquement ça se sent quand on voit la série, ça se ressent dans ce qui s'en dégage en fait. Cette espèce d'unité qui devient plurielle, ou de cette pluralité qui devient une unité, je ne sais pas trop dans quel sens ça se déploie. Mon cher Arto? Bah alors, la série, je la connais surtout parce que Pierre me l'a conseillé, en fait, parce que je ne connaissais pas du tout Servante. Enfin, j'en avais vaguement entendu parler à l'époque où l'épisode réalisé par notre chère française Julia Ducournau avait été chroniqué par RIP, pardon, cinéma. Et en fait, j'avoue qu'à l'époque, vu que je suivais leurs chroniques, ça m'avait un peu découragé puisqu'ils en avaient dit pas mal de mal. Et en fait, c'est Pierre qui m'en a parlé. Je voulais regarder des séries, mais je voulais regarder des séries que j'ai envie, enfin que j'arriverai à suivre, parce que moi j'ai un problème avec les séries. Je suis pas, à la base en fait j'en ai vu pas mal, hein, mais je ne suis pas un grand fan de l'écriture sérielle. C'est quelque chose qui me gêne parfois, parce que l'écriture sérielle justement elle a tendance à tout montrer, là où moi j'aime beaucoup l'indicible, et il y a beaucoup de séries qui ne s'autorisent pas ça. Et en fait justement les séries que j'aime bien permettent l'existence de cet indicible qui n'appartient pas qu'au cinéma, hein, qu'on soit bien d'accord. Je ne dis pas que les séries... j'aime pas du tout ce terme qui dit, par exemple, que les séries modernes empruntent au cinéma. C'est pas vrai. C'est juste que, effectivement, elles essaient de se donner... Il y a des séries qui essaient de se donner une espèce de bonne conscience. Moi, je trouve ça très méprisant, parce que, en fait, il n'a pas fallu attendre Twin Peaks ou même Game of Thrones, pour prendre un truc plus bankable, pour que la série soit quelque chose de solide. Il y avait déjà des séries dans les années 50, 60, qui étaient largement intéressantes, très intéressantes. Doctor Who, hein, par exemple, qui est quand même la série la plus ancienne qui existe, et surtout, moi, j'avais grandi avec Le Prisonnier, qui est une série mornée, mais qui, moi, était une série que j'avais vraiment adorée, d'espionnage, qui est magnifique. Et du coup, je regarde Servante, et effectivement, on retrouve quand même ce que je recherche, moi, dans les séries, c'est-à-dire, on laisse planer le doute sur des choses. Tu vois, on montre pas tout, on ne dit pas tout. Parce qu'il y a des séries qui ne montrent pas tout, mais il y a des séries qui en disent trop. On ne dit pas tout, et surtout, jusqu'au bout, jusqu'à la fin, on ne dit pas. Il y a jamais l'évidence, c'est toujours suggéré. Il y a toujours cette espèce d'idée que même ce qu'on devine n'est jamais validé par la série. C'est des choses que l'on devine, il faut attendre la fin pour le savoir. Par exemple, et même, j'ai envie de dire, parfois, au-delà même de ce qu'il y a à deviner, c'est l'ambiance qui prime aussi. Et c'est la psychologie, la psychologie des personnages. Et puis moi qui aime autre chose qui me semble extrêmement important, c'est la cartographie du lieu. Il y a beaucoup de séries qui ne savent pas filmer des lieux. Vraiment, il y a des séries qui ne savent pas mettre en scène des lieux. Moi, il y avait une série récemment qui m'avait plutôt surprise, et qui pourtant est inspirée de la sitcom. C'est Mum, par exemple, qui est une série que moi j'aime beaucoup, anglaise.
et en fait, qui filme la maison, vraiment, et tout se passe dans la maison, et on a vraiment des personnages qui passent, etc. Et je trouve que c'était très bien filmé, par exemple. Et pareil, dans cette série, on a quand même une grande maison bourgeoise avec des étages différents, des organes différents, enfin, un organisme entier avec parce qu'on a discuté avec Pierre et il avait raison, avec des univers différents, en tout cas mais qui sont toujours connectés, et c'est ça qui est très intéressant. Et moi, c'est une série qui, au-delà du fait que j'ai pris énormément de plaisir à la suivre et que je suis assez ému de pouvoir voir une série qui se termine vraiment, parce que bon, contrairement à ce qu'on veut nous faire penser, les séries aujourd'hui ne sont pas un terrain de jeu pour la liberté des cinéastes ou je sais pas quoi. Au contraire, les séries sont toujours prisonnières de l'entertainment, et il y a beaucoup de séries qui ne se terminent pas, de manière assez triste. Il y a des séries qui ne se terminent pas et c'est positif. Moi, je trouve ça cool que Utopia ne se termine pas, par exemple. Et Twin Peaks aussi, parce qu'on ne sait même pas s'il y avait véritablement une fin, hein. Même si la fin, pour le coup, moi, je pense qu'on est vraiment face à une fin, mais ça laisse planer le doute. Encore une fois, le doute dans la série. Et au-delà de ça, il y a quand même un personnage. Voilà, c'est cette fameuse jeune fille, femme aussi, parce qu'on a quand même quelque chose, c'est qu'on a un personnage qui est profondément enfantin au début, qui grandit après, et qui, moi, m'a profondément touché, en fait, même au moment où j'en avais peur, où je doutais de ce personnage. Ce que je trouve magnifique, en fait, c'est qu'il y a pas d'antagoniste dans cette série. Même ce qu'arrive à faire toute cette équipe, c'est incroyable, parce que on a peur, ensuite on a peur de perdre ces personnages-là, on se prend on est touché, moi je trouve ça magnifique. Ça me rappelle en fait ce que j'avais pu ressentir devant une série bien qu'imparfaite, mais que je trouve merveilleuse, c'est Lost. Oui, Parce que oui, dans Lost, n'oublions pas qu'on a les fameux, j'ai plus le nom, des villageois, enfin les autres, je crois. les autres, ouais, c'est ça. Les autres, Ouais. voilà. Les autres qui sont l'antagoniste le plus fascinant de la série, avec la fameuse fumée noire. Et en fait, ce qui est formidable, c'est que la série arrivait à nous faire aimer des personnages qui étaient profondément détestables, comme le chef des autres, par exemple. Et je trouve que en fait, je trouve vraiment que Servante, et là pour le coup, c'est un compliment, arrive à faire ce qu'a pu faire Lost il y a quelques années, en Alors, termes d'émotion. ouais, c'est vrai que le parallèle avec Lost est assez intéressant. Alors moi, personnellement, j'ai découvert cette série un petit peu grâce à vous, parce que par truchement... alors, c'est une grosse même interrogation que je me suis faite, parce que donc je m'étais fait le premier épisode, je suis sur Sens Critique, hein, tu y es aussi, Arto, et je m'étais rendu compte que j'avais noté le premier épisode. Donc, bizarrement, j'avais commencé la série à l'époque, première saison, et alors, de façon incompréhensible, j'ai pas suivi. Parce que c'est vrai que moi aussi, niveau série, je suis très sélectif et parfois, je passe un peu à côté. J'ai du mal à suivre une série, surtout quand je ne sais pas si elle va se terminer ou non. J'ai un gros problème là. Tout ce qui est, en ce moment, les séries Star Wars, MCU, j'arrête, hein. C'est fini, c'est terminé, parce qu'on sait que ça n'aura jamais de fin. Et moi, je suis plutôt fasciné par les séries. Là, en ce moment, je vois plutôt des anciennes séries. Et des séries qui vont avoir une conclusion, qui est une fin ou pas en soi, peu importe, mais qui est une conclusion, et on est sûr qu'on va pas avoir du reboot, de remake, de spin-off, de machin, etc. derrière. Parce que l'aspect sériel, c'est pas parce que on peut faire un peu ce qu'on veut, parce qu'on a plus de liberté par rapport à l'aspect cinématographique. Faut pas que ce soit une excuse, comme tu le disais, pour qu'il n'y ait pas une cohérence créatrice derrière, et qu'il n'y ait pas un plan qui amène à une finalité. Si ce n'est une fin, une finalité. Et Servant, en fait, c'est le rythme des 4 saisons, en plus 4 saisons, 10 épisodes, hein, et c'est des épisodes très courts, 30 minutes, même Ouais, pas. ça c'est bien. C'est parfait. Il y a un rythme qui joue sur l'ambiance, qui d'ailleurs, très à propos par rapport à l'ambiance, tu le disais, il n'y a pas d'antagoniste pur, si ce n'est peut-être, l'antagonisme, ce serait peut-être la mort et la croyance, quelque part. C'est un peu plutôt ça. Et l'aspect tragédie irrespirable de beaucoup d'épisodes, il y a des moments déchirants, hein, dans cette série. On va pas rentrer dans les détails de suite, mais on va pas tarder, parce que là, maintenant, on vous a donné envie, donc on va rentrer dans des détails, hein. Et l'aspect tragique de Liane, qui est un petit oiseau, en fait, hein. Au début, on sent cette innocence-là, mais pas tout à fait de l'innocence.
Et c'est un film, un petit lapsus, c'est une série sur l'émancipation et l'acceptation aussi. Le deuil traverse toute la série. Et pas que le deuil par rapport à la mort. Hein. Tu as aussi, par exemple, c'est bizarre, mais le personnage du frère, joué par Rupert Grint, lui aussi, il doit faire le deuil de quelque chose. On voit qu'il est avec l'alcoolisme, par exemple, sans rentrer dans les détails. Et la drogue. Et la drogue. Ce sont des gens qui ont été blessés par la vie. Limite, il n'y en a qu'un qui semble être à peu près épargné jusqu'ici par la vie. C'est Sean, le mari, mais qui lui-même s'enferme dans cette idée de chef. Là, on le voit faire de la télé-réalité à un moment. On voit que ce sont des gens qui sont perdus dans cette société au sens large, que ce soit à travers les médias, la journaliste, lui qui fait de la télé-réalité, que ce soit par rapport aux croyances, Liane avec la secte, et que ce soit par rapport à ce qui a pu arriver, donc le deuil de l'enfant. Parce qu'on peut le dire là, hein, c'est déjà un petit mini spoiler, mais on l'apprend très vite. L'enfant, s'il est mort, c'est par négligence de la mère qu'il a laissé mourir dans la voiture. Donc il y a une culpabilité aussi. Il y a la thématique de la culpabilité là-dedans. Et c'est une tragédie absolue. On voit quand même une mère ici qui a fait une erreur, qui a donc été à l'origine de la mort de son enfant. Et à cause de cette culpabilité qu'elle n'arrive pas à assumer, elle croit qu'il est toujours en vie. Je trouve ça d'une tragédie absolue. Et Lauren Ambrose est absolument extraordinaire dans le rôle de Dorothy. C'est une actrice dont on parle peu, parce qu'elle ne fait pas forcément de rôle au cinéma, on ne la voit pas beaucoup en tout cas. Mais dans Six Feet Under, où elle joue une ado qui devient une jeune adulte, et ici, tu peux faire le pont d'ailleurs, tu pourrais presque imaginer que c'est le même personnage qui a vraiment vécu des tourments de la vie. Et c'est une actrice qui est déchirante, vraiment, et celle qui joue Liane aussi. Hein. Et alors, ce qui est le plus intéressant, et ça, là je rejoins Pierre, c'est l'aspect communautaire. Alors c'est marrant parce que ça peut être presque humoristique ou décalé dans le sens où il y a quand même une secte dans la série. On a l'impression que M. Night Shyamalan, il a créé un petit peu sa propre petite secte. Il a appelé des réalisatrices et des réalisateurs qu'il aime beaucoup, qu'il a rencontrés au Festival de Cannes, comme Julia Ducournau par exemple. Oui. Il a récupéré, alors on peut citer des noms vite fait. Hein. Il y a Nimrod Antal qui avait fait Predators par exemple, qu'il avait beaucoup aimé. Nimrod Antal, il l'a récupéré parce qu'il avait, il avait réalisé, Nimrod Antal, c'est quand même le mec qui avait réalisé le seul épisode de Wayward Pines dont la mise en scène était un minimum inspirée en dehors de celui de Shyamalan. Ah ben voilà. À l'époque. J'avais retenu son nom pour ça quand je voyais Wayward Pines, parce qu'il y a un épisode où on commence à voir que le mec, il sait ce qu'il fait avec ses cadres, et c'est celui qui l'a réalisé lui. T'as aussi, alors Julien Ducournau évidemment, parce qu'il a beaucoup aimé Grave. Hein. Je crois pas, il n'a pas parlé de Titan, c'est Grave hein, qu'il avait aimé Night Shyamalan. Titan n'avait pas été Titan est sorti après l'épisode du Ducournau de toute façon. T'as Isabella Eklof qui a travaillé en tant qu'assistante réalisatrice de Ali Abbasi sur Morse et Border. Tu vois l'ambiance, tu la sens. Si vous voyez Morse ou Border, c'est film suédois. Hein, il y a quelque chose de très fort là-dessus. Tu as donc le duo là, qui a fait le duo donc, autrichien d'origine, du moins pour l'un des deux, dont tu as parlé, Pierre, qui a fait le dernier épisode. C'est le duo qui a fait The Lodge, qui est une sorte de huis clos aussi dans une maison qui est personnifiée. Donc on voit l'idée aussi derrière. Il y a une cohérence derrière. Et tu as aussi Carlo Mirabella Davis qui a fait le très bon film sorti en 2020, je crois que ça s'appelle Swallow. Je ne sais pas si vous l'avez vu parce qu'il est sorti j'ai pas encore vu. Pendant notre confinement, donc on l'a eu en VOD, et qui a aussi une ambiance extraordinaire, avec une plastique. Et tous ces cerveaux-là qui ont des univers peut-être différents sur le papier, et qui ont une cohérence, il n'est pas allé les chercher par hasard, hein. Il n'a pas pris des noms, etc. Ce sont des gens qui savent rendre compte des lieux, comme tu le disais, Arto, et qui savent filmer ces lieux-là. Et clairement, la maison des Turner, c'est un personnage à part entière. Et c'est extraordinaire à quel point c'est utilisé. La cuisine, par exemple, c'est l'une des meilleures utilisations d'une cuisine dans un aspect visuel, série, film. Il y a le souterrain, la cave, alors c'est pas trop cave, etc. Les chambres, tout est utilisé. Il y a des scènes dans le salon aussi, où c'est parfois très mondain, mais on voit que ça cache aussi pas mal de choses, parce qu'il y a beaucoup de faux semblants dans cette série aussi. Il faut bien paraître face au voisinage, aux amis, etc. C'est presque glaçant par moment. Et tous ces réalisateurs se mettent aussi au diapason du style Shyamalan. Et on voit aussi l'émancipation, donc la tentative d'émancipation de Liane, mais aussi l'émancipation de la réalisatrice Ishana Shyamalan, la fille, qui va bientôt faire son premier long-métrage et qui se révèle absolument. Tous ces épisodes sont remarquables. Et c'est pas du copier-coller du papa. Hein. Ah, pas du tout.
C'est ça qui est génial. Il y a une parenté, évidemment, mais on voit elle a quelque chose à elle aussi. Et évidemment, il y a beaucoup de le plan de petits travelling comme ça, où on voit vraiment les lieux. Hein. C'est très ample sur les lieux. Et puis, parfois, ça se resserre sur les personnages quand c'est super tendu. Là-dessus, je pense que Shyamalan, alors, c'est marrant parce qu'il est très humble avec ce projet. Il ne s'est pas crédité comme créateur, mais c'est lui qui, sur son tableau avec des Velleda et tout, a créé l'histoire globale. Hein. Il en parlait en interview. Il a délégué donc un petit peu à tous ces gens-là. Il a réalisé combien d'épisodes? 5 épisodes. Et en fait, il a confié son bébé, il a confié son Jericho, si vous voulez, à toute une famille qui s'est occupée de. Il y a un aspect. Notons, ceci dit, que la finalité, c'était quand même toujours lui qui l'avait, parce que au montage et au mixage sonore, c'est lui qui supervisait et pas les réalisateurs de l'épisode. D'accord, c'est lui qui mettait la petite touche finale. C'est comme le chef Sean, c'est lui qui met la petite cerise sur le. On peut imaginer plein de trucs dans l'écriture des personnages qui est un petit peu dans le côté méta de la création de la série aussi. Et évidemment, tu en as parlé, Pierre, les thématiques. Hein. La croyance en premier lieu, parce que Shyamalan, le cinéma de Shyamalan, c'est toujours très centré sur les croyances. On le sent ici très acerbe sur le côté croyance à l'américaine, d'ailleurs. Parce qu'on sait aux États-Unis, c'est un peu compliqué l'aspect religion aux États-Unis. Il y a beaucoup de sectes qui ne sont pas considérées comme des sectes aux États-Unis, par exemple. Enfin, vous voyez ce que je veux dire, hein? Et il y a les sectes françaises qui fuient aux États-Unis aussi. C'est ça. Et là, donc, cette secte qui s'appelle The Church of the Lesser Saints, en VO, en VF, je sais pas, parce que moi j'ai vu en VO, je sais pas comment ils ont traduit ça en VF. Alors, dans les sous-titres français, c'est l'Église des moindres saints. Des moindres saints. En plus, c'est ironique, hein. En gros, c'est une secte qui s'occupe des petits saints pas trop connus, mais derrière, avec l'idée de salut, salvation en VO. Et cet aspect, bon là, on va spoiler, de toute façon, à partir de maintenant, on spoil tout, hein. On s'en fiche. Cet aspect aussi de secte qui aurait la possibilité de faire renaître des gens qui sont morts. Parce que grosso modo, c'est ça aussi. Et on ne sait pas trop, parce que c'est là où on n'a pas vraiment de réponse. Mais Liane serait peut-être une sorte de fantôme qui a une deuxième chance. Je ne sais pas ce que vous en pensez là-dessus, mais bon, grosso modo, à la fin, elle dit « Oh, j'ai été laissée pour morte dans l'incendie qu'a vu mes parents mourir. » Et c'est l'oncle Georges qui l'a récupéré, il lui a redonné la vie avec tante May, etc. Qu'ils ont adopté, du coup, cet enfant. On ne sait pas si c'est elle qui a créé la mort de ses parents, on ne sait pas trop. Il y a tout un mystère autour de Liane, qui a des pouvoirs surnaturels. Oh oui, elle en a. On parlait en off, parfois c'est Michael Myers un peu. Hein. Mais on sent que c'est une âme blessée, en fait. C'est une âme qui n'a rien demandé, qui a vécu un drame, qui en est peut-être morte et qui a été remise à la vie, malgré elle, et qui erre un peu sur cette terre. Et c'est comme une âme qui est restée enfant, en fait, et qui fait des erreurs. Je pense qu'il faut un ange blessé. Et d'ailleurs, c'est terrible parce qu'on la voit petite fille, elle a 8 ans avant de mourir, hein, entre guillemets. Elle est interviewée par Dorothy, qui est une journaliste, et elle l'a choisie comme nouvelle mère, en fait. Presque. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais pour Liane, Dorothy, c'est presque la possibilité d'une nouvelle mère par procuration. Ah, c'est paradoxalement, elle va s'occuper de l'enfant de la mère. C'est clair, oui. Moi, je trouve ça puissant. Alors, notons que on est sur quelque chose. Alors, moi, le rapport à la filiation dans Servante m'intéresse dans le sens où je trouve que le rapport est finalement moins un rapport à la filiation, un rapport à la mère ou je ne sais quoi, qu'un rapport à la notion de domination et de contrôle. Aussi. Je pense, notamment parce que on notera que Liane, son problème fondamental, c'est que sa mère l'a forcée à faire des concours de beauté quand elle était petite et finalement la plaquait dans un moule dont elle va développer une profonde rancœur envers sa mère qui l'a justement forcée à exister dans ce moule et donc du coup elle va se trouver en Dorothy, une nouvelle mère de substitution, sauf que la relation, plus la série avance, plus la relation s'inverse. Et c'est Dorothy qui est, en particulier dans la saison 4, dans la saison 4 où elle devient paraplégique, elle est réduite à un état de bébé. Je veux dire, il y a des cadres, il y a des scènes absolument déchirantes où on voit que son bébé qui apprend à marcher a plus de mobilité qu'elle. Et Liane elle-même s'improvise mère de substitution pour Dorothy.
justement en appliquant une forme de contrôle sur elle, et ça dégénère, et on voit que tout ce délire du contrôle dégénère dans le dernier épisode, où le problème, et dans la dernière saison en général, mais en particulier dans le dernier épisode, on comprend que le problème fondamental, et que finalement le problème fondamental de Liane se trouve être avec le contrôle, et elle va s'attaquer à l'instance de contrôle la plus puissante qui puisse être imaginée, qui est le dieu chrétien, contre laquelle elle va s'attaquer. Et là, on retrouve quelque chose qui est pour moi extrêmement intéressant dans la filmographie générale de Shyamalan, qui est un thème dont personne ne parle jamais, qui est le rapport général au contrôle de la filmographie de Shyamalan. Il est connu, Shyamalan est un metteur en scène qui est connu pour être lui-même démiurge dans la composition de ses cadres, de ses scénarios. Il y a une rigueur, une précision, une démiurgie qui fait que toute sa mise en scène est profondément contrôlée. Et pourtant, la majorité des événements importants se produisent, du moins dans un premier temps, hors champ. Parce que je pense que ce qui est intéressant chez Shyamalan, c'est moins sa démiurgie que l'espace qu'il laisse à ses personnages pour être plus malin que lui, plus libre que le contrôle qu'il leur impose, justement. Chez Shyamalan, il y a toujours une forme de tension et de lutte entre la mise en scène imposée par le metteur en scène et la liberté d'action et d'agentivité qu'a le personnage. Exactement. Donc, chez Shyamalan, on a toujours, je pense à la fin de Old, où quand les personnages dans Old et dans Old, on a Shyamalan qui se met lui-même en scène comme un expérimentateur qui emprisonne les personnages et qui les filme. Et c'est le moment où les personnages se libèrent, c'est le moment où ils tournent, où ils voient plus où ils sont sur sa caméra. C'est le moment où on bascule dans le hors-champ. La caméra, à partir du moment où on bascule dans le hors-champ, la caméra n'a plus d'emprise sur les personnages, ils sont libérés du contrôle, ils peuvent s'affirmer et exister par eux-mêmes. Et donc c'est ça qui pour moi est fort chez Shyamalan, c'est en quelque sorte c'est la lutte qu'il impose entre lui et ses personnages. Il leur fait vivre des épreuves, mais l'important c'est toujours que le personnage triomphe sur son créateur, et c'est ça que je trouve intéressant pour conclure dans son rapport qu'il a avec tous les réalisateurs qui sont généralement des réalisateurs qui sont en début de carrière, qu'il a ramené dans Servante et qu'il a en quelque sorte formé à travers la série, et en particulier avec sa fille, qui est que ce qu'il fait finalement, c'est qu'il offre un cadre qui est le cadre un peu formel chamalanien. Il oblige ses réalisateurs à se mettre dans une sorte de moule, à travers, notamment, il les force à storyboarder comme lui, et à tourner un peu comme lui. Il est présent sur le tournage, mais finalement, à travers c'est un cadre qui n'est présent que pour permettre à ces réalisateurs par la confrontation, de trouver et d'affirmer encore plus leur propre voix et leur singularité, parce que finalement, il y a quoi de plus intéressant pour faire repérer la singularité d'un metteur en scène que de le plonger dans le style d'un autre. C'est finalement c'est par la proximité qu'on remarque les légères divergences, celles qui comptent. Et c'est comme ça que sa fille développe une voix très singulière, qui est notamment un style qui dérape beaucoup plus souvent. On a légèrement des petits écarts, une rigueur formelle qui est moins présente, et puis la présence, l'épisode de Ishana et Shyamalan qui me marque le plus, c'est probablement l'un de ses premiers dans la série, ou dans la saison 2, c'est celui qui se passe intégralement. Il y a Liane qui va dans une autre maison. Oui. Elle est intégralement suivie par écran interposé par la famille dans son salon. Et on a tout ce côté technologique. Les épisodes d'Ishana et Shyamalan sont aussi un peu plus colorés que le reste des épisodes de la série. Et avec c'est Shyamalan d'ailleurs M. Night Shyamalan qu'il faisait lui-même remarquer en interview, un humour noir un peu plus grinçant et prononcé. Et justement, c'est ça, c'est par l'écart au style Shyamalan qui est imposé que s'affirme la voix unique de ces réalisateurs, et qui finalement les impose comme réels auteurs dans la série. C'est une série qui finalement est moins affirme réellement une politique des auteurs, pas une politique de auteurs, mais une politique des auteurs au sens pluriel sur la même œuvre. Et ça, je trouve ça très fort. C'est génial ce que tu dis, parce que l'épisode dont tu parles, là, ce qui se transfère dans un autre huis clos, dans une autre maison, avec les écrans, etc., qui suivent. Il y avait par des moments, on a le couple aussi qui part un peu en extérieur. Ils sont suivis. À un moment, on a Liane qui communique avec eux aussi par écran. Donc il y a aussi Shyamalan, il aime beaucoup jouer avec les technologies. Les vendeurs de pizza.
Le Dans truc Knock avec at the les... Cabin avec la télé et tout. C'est il y a marrant ça que aussi. tu dises que Shyamalan aime beaucoup jouer avec les technologies parce que c'est l'inverse. Servante, c'est la première œuvre où il joue vraiment avec les technologies parce qu'il Ouais, mais disait qu'il avait toujours eu peur des technologies, Shyamalan, parce qu'il a peur de l'obsolescence. en Il fait, des avait médias plutôt. Parce que, par exemple, Oui, Phénomène, il y avait les pas mal. médias, oui, les Ouais, médias, les pas les médias, ouais, technologies. plutôt, Et ouais. justement, si Servante a ça d'intéressant qu'il a il a été obligé de jouer avec les technologies dont il a toujours eu peur. Il a toujours Mm. eu peur de mettre des technologies dans ses films parce que pour lui, il a peur que les films deviennent irregardables dans 10 ans parce que Ah la oui. technologie aura été développée. Il a dit, pour Wayward Pines, on l'avait forcé à mettre un des premiers iPhones dedans. Il était paniqué parce qu'il disait, ce truc aura peut-être disparu dans 10 piges. Et la série deviendra irregardable à cause de ça. Et moi, je vais faire des trucs intemporels. Et le truc, c'est que pour Servante, vu que la série est faite est produite par Apple et pour Apple TV, il a été obligé de foutre tous les. Mais c'est vrai, hein, c'est exactement. Il le raconte. Il a été obligé de foutre toute la gamme de produits Apple dans sa série. Et donc, du coup, il a dû trouver des moyens intéressants et novateurs de filmer la technologie et d'en faire. Parce que pour lui, il n'était pas question que ce soit accessoire. Il fallait que ce soit au cœur. Attendez, ça me fait rire parce qu'imaginez que dans le Napoléon de Ridley Scott, on va avoir des iPhones. On a des pommes. On a vraiment des pommes croquées, tu sais, pour faire le symbole. Mais pour en revenir à ce que tu disais, Pierre, c'est énorme parce que la fin de la série est cohérente avec ce que tu dis. Libération du contrôle par la maison qui crame, cette maison bourgeoise qui représente le contrôle absolu, d'ailleurs, qui enferme les personnages pendant toute la série. Et parce que Dorothy et Sean sont enfermés dans cette société. Parce que quand même, quand on voit leur métier, Dorothy, la journaliste qui est hyper formatée à la télé, et Sean qui finit en télé-réalité. Donc là, il y a... Et puis bon, à côté, le frère qui visiblement essaye d'en revenir de ce formatage, de ce contrôle, mais il essaye d'en sortir à cause de l'alcool, avec l'alcool et la drogue, et c'est pas fameux. Donc le contrôle, il est absolument partout. Et même quand il s'essaye de sortir de la maison, en effet, finalement, il s'est servi des technologies pour mettre sa thématique du contrôle encore plus en avant. Et moi, je trouve ça... Et c'est pour ça que Liane, à la fin, en fait, toute son existence, malheureusement, a été gâchée par le contrôle, quel qu'il soit. Hein. Sûrement des parents qui n'étaient pas très sympathiques avec elle, on n'en sait pas trop, mais etc. Puis après la secte, là, après l'illusion du contrôle, à l'idée qu'elle aurait soi-disant redonné vie au bébé, là aussi, il va rester un mystère. Et tu parlais du hors-champ, d'ailleurs. Quand le bébé renaît ou parfois redevient une poupée, on ne sait pas comment et quand ça se passe. On ne sait même pas si c'est vraiment surnaturel ou à la fin, apparemment, elle aurait kidnappé un bébé d'une SDF. On ne sait pas. Ça restera le vrai mystère au final. Ouais. Et c'est hors-champ. Tout se gère dans le hors-champ. On apprend des trucs. Ah, elle aurait kidnappé. Mais on ne le voit pas. Et on ne sait pas à quel moment la poupée redevient un machin, etc. Enfin, il y a plein de petits trucs là-dessus. Et, Oui. D'ailleurs, au point où cet élément du changement de l'enfant ne sera jamais montré, et d'ailleurs, même vers la fin où il commence à supposer des trucs sur l'IA, bah, finalement, c'est que la supposition, toujours. Ouais. Notamment dans ce fameux épisode du tunnel, je crois. Oui, c'est ça. Ouais. Où en fait, justement, l'oncle George sous-entend qu'en fait, elle a un vrai bébé, ce qui était la supposition du début, l'hypothèse du début, hein, n'oublions pas dans les premières saisons, où ils imaginaient qu'en fait, c'était son enfant à elle, et finalement, peut-être un enfant volé, et en fait, ça serait un enfant volé qu'elle cacherait dans un conduit, machin, sauf que ce conduit-là, on ne le connaît pas, donc en plus, on découvre cette pièce qu'on ne connaissait pas, cette fameuse maison qu'ils avaient aménagée pour les deux tantes, enfin les deux babysitters. Ouais. Et pas babysitter, non. Je sais plus le terme dans le film. Les aides à domicile, non? Aide à domicile, voilà. Ah, deux personnages remarquables, hein, d'ailleurs aussi. Oui, incroyable. L'épisode non, mais incroyable, l'épisode où en fait finalement les suppositions sont vraies. Enfin, ce que j'aime beaucoup dans la série, c'est ça. Encore une fois, c'est ce que je disais, ça revient toujours à ce que je pense de la série, c'est que cette série, elle fonctionne uniquement par le non-dit. Et par exemple, tout le truc qui est en rapport avec l'ange, c'est jamais sous-entendu. Jamais tu sais que c'est moi, je pensais à une espèce de sorcière au début, puisqu'en plus, elle a typiquement, et ça c'est incroyable, je sais pas d'où ils sortent cette actrice,
mais dans le film, elle a typiquement le look d'une sorcière de... Comment ça s'appelle? De Salem. En fait, elle a littéralement le look d'une sorcière de Salem avec ses longs cheveux noirs. Il manquait plus que le chat. Enfin voilà, on avait quelque chose d'extrêmement caricatural dans la manière de. Et puis souvent, en plus, elle est sur le toit. Il y a quelque chose de. Voilà. Et finalement, en fait, c'est un ange déchu. Et je trouve ça magnifique, en fait, que finalement, ça ne soit pas un être du mal. Contrairement à ce qui était sous-entendu depuis le début, c'est un être du bien qui est là pour faire le bien, et on l'a vu. Ce qui est formidable, en fait, dans la série, et qui me touche énormément, c'est que, comme on parlait de cette utilisation de la technologie qui est, en fait, est finalement un hasard, puisque c'est à cause d'Apple, mais il y a toujours cette idée de points de vue multiples qui fait que on ne sait pas où on va, en fait. Il y a toujours cette... En fait, le fait que la série soit une espèce d'enchaînement d'effectivement d'épisodes différents les uns des autres, un peu comme le fameux train de Snowpiercer qui est un enchaînement de wagons différents et qui mène à des univers différents. Ben là, on a un train qui ne s'arrête pas et qui évolue constamment avec vraiment des jeux même sur le genre cinématographique, la comédie, je sais pas. Il manquait plus que la comédie musicale à un moment. Même, je crois même qu'il y a une scène de danse ou de chant, il me semble. Il y en a pas plusieurs. Seul, il y en a beaucoup parce qu'à chaque fois qu'il doit Il y en a caser les beaucoup. disques de sa fille. Ah mais oui, voilà. Bah oui, voilà, il y a des séquences playback, il y a tout ça, il y a des séquences de danse, il y a des choses magnifiques. Enfin, c'est ça qui est formidable, c'est que la série, elle arrive et à faire de l'humour aussi. Il y a vraiment des épisodes à se tendre la poire. Et puis la scène de fin, c'est la chute d'une est structurée comme la chute d'une blague. La dernière scène de la et la chute d'une. Et c'est pour moi le ton parfait pour finir la série. Non, mais la fin de la série, c'est littéralement oh merde. C'est ça qui est génial. C'est un truc, mais c'est littéralement le mythe, c'est le même. C'est littéralement le même. Oh shit, here we go again. oui, c'est GTA San Andreas. Avec les ailes de l'ange en reflet, en plus. Exactement. Qui est tout brillant parce que tu mets un moment à les repérer, les ailes de l'ange. C'est-à-dire qu'il faut apprendre à les remarquer, les signes. C'est toujours le cas chez Shyamalan. Les signes ne sont pas donnés. Il faut apprendre à les voir et à vouloir les voir, finalement. Parce que les ailes, elles sont là par coïncidence. Et c'est parce que Shyamalan, c'est parce que Julian cherche un truc dans cette image qu'il le voit. Et c'est pareil pour le spectateur. C'est parce qu'on cherche un truc dans ce reflet qu'on remarque les ailes. C'est juste incroyable. Et ce qui est formidable quand même, c'est que, encore une fois, cette finalité, c'est du Shyamalan en puissance. Et pourtant, c'est pas réalisé par Shyamalan. Et ce que je trouve vraiment incroyable, c'est que on a toujours reproché en fait cette espèce de rupture de ton constante chez Shyamalan, d'humour. Notamment, c'est pour ça qu'avait déplu la jeune philo. Parce qu'il y avait de l'humour, il y a cette espèce d'aspect un peu bigarré qu'il y a toujours eu chez Shyamalan. Il y a toujours eu des espèces de blagues, même quand... Et en fait, parce que Shyamalan, moi je pense que c'est quelqu'un qui réinvente tout le temps le ton, qui ne cesse de travailler ça. Et je pense que les cinéastes qui sont avec lui arrivent à faire ça. Et même Julia Ducournau... beaucoup que je n'aime pas beaucoup, hein, mais Titane, pour moi, ça ne marche pas, mais elle le fait. C'est un enchaînement de rupture de ton. Et tous ces cinéastes-là, après, je ne connais pas trop les autres, mais on sent qu'ils arrivent, en fait, qu'ils sont totalement en phase avec l'art de Shyamalan. C'est-à-dire je dis pas et en plus, ce qui est formidable, c'est ce que disait Pierre, c'est qu'ils s'en affranchissent, ils sont en lutte contre Dieu tout le temps. Et ça fait que il n'y a aucun épisode qui est mauvais, quoi. Il y a aucun épisode, il y a des épisodes qui sont moins bien, mais il n'y a aucun épisode qui est mauvais. Il n'y a pas de remplissage. Il n'y a pas de remplissage. Il y a une. Je trouve pas qu'il y ait des épisodes qui soient moins bien. Je trouve qu'il y a des épisodes qui sont mieux, mais il n'y a pas des épisodes qui sont moins bien. Oui, tu as raison. Il n'y a jamais un épisode où je me dis c'est moins bien qu'avant. Il y a des épisodes où je me dis que ça vole particulièrement haut, mais en particulier ceux qui sont réalisés par Shyamalan lui-même, mais même je trouve le premier épisode de la saison 4 hallucinant avec ce qu'il fait avec la voiture et la manière de rentrer et sortir de la voiture avec la caméra qui passe à travers les vitres.
Et puis, Formidable. il y a autre chose qui est important à dire, mais ça, on le répète souvent et ça va finir par rentrer, je pense, dans la tête des gens. C'est pas une série à twist. Non. Voilà. Parce que Shyamalan, cinéaste à twist, alors c'est vraiment la série anti-twist. Enfin, oui, tu as des révélations, tu avances dans l'histoire, mais c'est pas géré en mode oh là là, incroyable, retournement ultime. Il y a tout. C'est assez fluide, en fait. Non, mais de toute façon, il faut dire quelque chose à propos de Shyamalan et qu'on n'arrête pas de dire avec Pierre et d'autres défenseurs du cinéaste, c'est que le twist chez Shyamalan n'existe pas. Il n'y a pas de twist. En fait, c'est une question de perception des choses. Ça n'est jamais parce que si on parle de twist, dans ce cas-là, on parle de retournement de situation scénaristique. Et en fait, les twists chez Shyamalan, ce n'est jamais une question de scénario, c'est une question de perception. Par exemple, le fameux twist, le pseudo-twist de Glass qui ajoute une couche à l'accident du train, c'est pas un twist. C'est juste quelque chose qu'on n'avait pas vu et qu'on nous avait pas montré. C'est ça, en fait, c'est que Shyamalan, ça revient à quelque chose qui vient de ses maîtres. N'oublions pas que Shyamalan, sur a quand même la sincérité de citer ses références sur Twitter. Hitchcock, par exemple. Et ben Hitchcock, voilà, c'est Hitchcock en fait. C'est Ouais. Hitchcock. Hitchcock, on ne voit pas tout. Il n'y a pas de retournement de situation. C'est juste qu'en fait, il y a un point de. En fait, moi, j'ai toujours trouvé que les retournements chez les inversions ou je sais pas quoi, ou la vérité qui change chez Shaman, c'est pas uniquement quelque chose qui est utilitaire, c'est quelque chose qui est émotionnel, dramaturgique, en fait. Par exemple, je sais pas, c'est tout bête, mais le truc, tout le cheminement du village, le retournement du village, c'est quand même quelque chose qui a un impact émotionnel sur le spectateur et sur les personnages. Le village, c'est le C'est point pas de vue. juste- C'est le point de Ouais. vue, parce que les anciens, eux, voilà, c'est les jeunes qui vont découvrir que, voilà, là, pour le coup, une jeune, mais même elle-même, elle le découvre pas, elle est aveugle, elle le voit pas. En fait, Elle le à la fin sent. du village. Elle le sent, voilà, mais nous, on découvre avec le spectateur parce on suit la découverte de la jeune génération qui ignorait que. Et en soi, mais c'est ça qui est intéressant avec Shyamalan aussi, c'est que là, il a un petit peu joué au petit chimiste dans cette série, en prenant donc réalisateurs de divers horizons, mais il a su garder son style. Il y a des moments, tu te crois vraiment dans des films. Il y a des moments, tu te crois dans l'ambiance Split, par exemple. Parce qu'en Split, quand elle est détenue par celui qui a plusieurs personnalités, il y a cette ambiance-là aussi. Et c'est pas pour rien qu'il a fait appel à un de ses chefs op préférés pour la série. Hein. Parce qu'il y a quand même Mike Giulakis qui a travaillé dans Split, dans Glass, et qui a fait aussi Us. On le voit, le côté huis clos d'ailleurs, à un petit moment. Ah bah ça, de toute façon... Home Invasion, à un moment, il y a ça. Hein. Il a été sur Roll. Il a fait It Follows aussi, qui est un film qui joue beaucoup sur l'ambiance à ce niveau-là. Oui. Et il y a un autre chef-op qu'il a choisi. Et tu parlais de sorcière tout à l'heure. Mais il a pris le chef-op de Robert Eggers. Hein. Yarin Blaschke et The Witch, par exemple. Bon, on peut y penser. Mais c'est vrai que de moment, tu te dis que Liane, elle pourrait être le personnage de The Witch, un peu. Tu aurais pu avoir Anya Taylor-Joy dans le rôle de Liane, d'ailleurs. Tout à fait. Il n'a pas repris ce chef-op pour Knock at the Cabin, il me semble. Si, et c'est le chef-op de Knock at the Cabin. Et vous voyez, Knock at the Cabin, il y a une grosse cohérence avec Servant. On voit qu'il est dans cette ambiance-là. En particulier avec la saison 4. En particulier avec la saison 4, ce qui est, est normal parce qu'ils ont probablement été faits à peu près en parallèle. Shyamalan a été travaillé à peu près par les mêmes choses. Avec l'aspect religion en plus, l'aspect croyance, qui ont d'ailleurs des finalités assez opposées vis-à-vis de la question de la croyance. Oui, bien sûr. Parce que Shyamalan, pour moi, c'est pas un... D'ailleurs, c'est en ça que je trouve la critique de Mathieu Macheret de Knock at the Cabin pour les cahiers assez à côté de la plaque, en particulier sa conclusion. Macheret, dans les cahiers, dit qu'il ne suivra pas Shyamalan si ce qu'il propose, c'est une adhésion aveugle à la foi. Le problème, c'est que Shyamalan, il faut se mettre un moment dans la tête qui regarde des personnages qui font des choix et qui perçoivent le monde d'une certaine manière, mais qu'il n'y a pas de discours derrière. C'est-à-dire que Shyamalan ne dit rien à travers ses films.
il confronte des personnages, il étudie, il capte leurs réactions et la manière, leur mutation face aux épreuves qu'il leur impose, mais il n'y a pas de message derrière, il n'y a pas de discours. Il y a une vision du monde. Dans Knock at the Cabin, les personnages font le choix de se dire qu'il y a un sens global à leur existence et au dilemme cornélien, quelque chose de juste finalement. Les personnages de Knock at the Cabin se disent que le monde et leur destin, en particulier ceux qui se sacrifient, que le monde et le destin qui lui est promis est juste et que c'est pour un plus grand bien. Léane, elle fait tout cramer et à aucun moment elle est en colère contre Dieu jusqu'au bout, et son acte est jusqu'au bout un acte de révolte contre la divinité, contre le contrôle, contre ce que vous voulez. Donc les points de vue, donc vraiment les deux œuvres simultanées de Shyamalan sont des œuvres qui sont complémentaires et qui sont contradictoires vis-à-vis des choix que les personnages font. Ce qui n'est pas un problème parce que Shyamalan n'est pas un cinéaste du discours. Et notons justement que le dernier épisode de Servante réalisé par Shyamalan se termine sur un non-choix, se termine sur un cliffhanger, parce que c'est le dilemme est important. Le choix final, c'est ça, le choix final n'est pas producteur de... Ce qui intéresse Shyamalan, c'est les basculements, les moments où la vie, où le regard de quelqu'un bascule. Comment est-ce qu'il bascule, c'est intéressant, mais c'est pas crucial. C'est pas là que les choses se jouent. Et c'est pour ça que moi, justement, avant que la saison 4 se termine, je dirais ce qui est brillant, parce que ce qui aurait été évident, c'est que Shyamalan finisse sa propre série et qu'il réalise le dernier épisode. Et moi, je me suis dit, ce qui serait très intéressant, c'est qu'il réalise l'épisode 9, pas l'épisode 10, c'est qu'il fasse basculer la chose, mais qu'il ne conclue pas, finalement. Ce qui se passe après, c'est du ressort des personnages, mais c'est pas le moment crucial. Ce qui intéresse Shyamalan, c'est un instant. Je pense que ces films, il les fait pour un instant, ou pour une collection d'instants, mais c'est toujours des instants où tout bascule. Et c'est pour ça que son dernier épisode se termine sur un non-choix, sur le moment où le personnage doit choisir. Mais c'est l'intensité absolue. Ensuite, le choix a ses conséquences. C'est très intéressant de voir, parce qu'il y a beaucoup d'empathie dans la manière de filmer les personnages, mais c'est pas là que tout se joue. Mais la fin de l'épisode 9, l'avant-dernier, c'est extraordinaire. En plus, c'est là où il a un gros plan sur Dorothy qui doit choisir. Et tu le sens. De toute façon, évidemment, bon, il joue aussi Shyamalan là-dessus. Vous voyez, c'est le cliffhanger de l'avant-dernier épisode. Mais il y a une intensité. C'est là d'ailleurs où Lauren Ambrose, elle est au sommet. Elle mériterait un Grammy rien que pour ce moment-là, en fait. Non, mais ce moment même la limite, j'aurais pu imaginer, ça aurait été sadique. Tu termines la série là-dessus. Oh là oui. Ça aurait tout à fait plu. Ça aurait pas plu. Ça aurait pas plu, mais il aurait tout à fait pu le faire. Ah oui. Et ça aurait tout à fait... ça aurait marché. Ah oui. Fondamentalement. Parce que finalement, le dernier épisode est plus conventionnel, entre guillemets. Attention. Entre guillemets. Une finalité. Oui. Mais bon, c'est une finalité qui est radicale, par contre. On fait cramer le truc. Elle crève avec une danse du feu, Liane, et basta. Et c'est une finalité qui est plurielle, finalement. D'ailleurs, c'est ça qui est intéressant, c'est que chaque personnage a sa finalité et les tonalités sont complètement différentes. Il y a Léane qui crame, elle a une finalité qui, finalement, est dans une espèce d'horreur apaisée. Mais elle est libérée. Elle réussit son émancipation. Elle est libérée, mais c'est ça. C'est dans la mutilation, l'horreur, elle crame, mais elle est libérée. On a Sean et Dorothy qui partent sur un nouveau départ avec le dernier plan sur la voiture qui fait quasiment rire tellement il est, disons qu'il est attendu, c'est le nouveau départ, c'est quelque chose de, c'est une fin qui est candide, voire presque niaise, et qui est complètement contrebalancée par la dernière scène de Julian qui termine la série, qui est ce oh shit, sous-entendu here we go again, où il se retrouve à être l'alcoolique à qui on dit maintenant tu vas devoir devenir un ange gardien, tu as été ramené à la vie, donc tu deviendras un ange gardien. Et lui, c'est la dernière chose qu'il veut, et donc on est sur ce retournement parce que complètement comique, c'est la chute d'une blague. Parce que lui aussi a été, entre guillemets, ressuscité à un moment, parce qu'à un moment, il meurt dans la série, puis là, il est revenu. Et puis Dorothy qui a réussi à se libérer, enfin, qui a réussi à accepter le deuil, et sa culpabilité aussi. Et c'est plus ambigu. Et ce qui est intéressant, c'est que du coup, ça joue avec la plasticité narrative de la série, les différents genres qui s'incarnent littéralement. Parce que finalement, la fin de Sean et Dorothy, et ils vécurent heureux et eurent beaucoup d'enfants, c'est la fin typique d'un conte. La fin de Julian, c'est la fin typique d'une blague, c'est-à-dire que
finalement, tu as tout un tas de modalités de narration, la blague, le conte, il y a tout un tas de manières de raconter les histoires, et finalement, ce qui fait ce qui est fait dans la fin de Servant, c'est de diffracter tout ça et de donner une fin de blague, une fin de conte, Oui. de montrer finalement. C'est ça. Parce que c'est pas c'est tout amusant. Julian, il a été le comic relief toute la série, pratiquement. Donc, on lui donne une fin un peu comic relief. Dorothy, c'est un peu Dorothy, magicien d'Oz et tout. On lui donne une Oui. fin plus ou moins conte, etc. Chacun a sa fin logique, en fait. Et c'est ce qui me vient en tête d'ailleurs, étonnamment. Et notons que c'est un mouvement inverse qui se fait par rapport à ce que Sherman fait d'habitude. C'est-à-dire que d'habitude, la fin, on part de personnages qui sont éclatés et on les réunit pour qu'ils fassent communauté. Là, on part de personnages qui sont tous enfermés dans la même maison. Ils avancent tous, ils se rapprochent tous tout le long de la série. Et la fin, c'est pas le moment où ils font communauté, c'est justement le moment où chacun finalement est libéré du lien qui avait quelque chose comme un sceau maudit. Et on vient diffracter et chacun est libre d'évoluer dans sa propre tonalité, son propre registre. Et je dirais même que c'est une fin qui évite la fin, puisque s'il n'y avait pas eu cette fin-là, ça aurait été la fin des temps. Il y a une apocalypse potentielle avec tout ce qui tombait sur Philadelphie. Tout à fait. Donc c'est une anti-fin. C'est-à-dire, le fin, c'est un nouveau départ. Et il a dit, Shyamalan, parce qu'on lui a posé la question, j'ai dit oui, avec cette fin, on pourrait imaginer des spin-offs, et ensuite il a dit nope. This is over. Non, et connaissant Shyamalan, non, il n'est pas prêt il va pas se laisser avoir comme ça. Voilà. Et tant mieux. Parce que non, ça n'aurait aucun sens. Déjà, il n'y a plus le personnage de Liane. C'est plus possible. C'est pour voir un spin-off sur Dorothy et Sean qui se réinstalle ailleurs. Quel serait l'intérêt? À la rigueur, tu pourrais faire un vague spin-off sur Julian, voir comment il va devenir vraiment un ange ou pas. Tu peux faire une série comique sur Julian, si tu veux. Mais pas Shyamalan, il se désolidarisera du projet. Mais bon, je pense qu'on peut refermer la zone spoiler, là. Enfin, la discussion spoiler, c'est pas vraiment une zone spoiler, mais la discussion libre et générale. Mais un dernier mot pour conclure, pour donner envie, voilà, les gens qui reviennent ici, quel serait votre argument premier pour donner envie aux gens de découvrir cette série qui, en plus, donc 4 épisodes x 10, enfin 4 saisons x 10 épisodes de 30 minutes, c'est quand même vite vu, hein. C'est pas, voilà. Vos arguments finaux. Et Artaud, quel serait ton argument, à part si vous aimez Shyamalan, évidemment, parce que sinon ça compte pas. Ça. Oui, bien sûr. Bon, déjà, c'est une série qui va jusqu'au bout. Donc déjà, c'est quand même un argument. Elle est terminée. Donc c'est plutôt rassurant, une série qui est terminée. Je pense qu'il y a un des plus beaux personnages féminins qu'on a pu voir récemment dans la fiction. C'est une série quand même qui prend le temps de la montrer. Moi, je pense, je voulais faire la comparaison tout à l'heure, mais on a une sorte de réminiscence assez proche de Carrie, qui est quand même un personnage féminin assez important. Hein. N'oublions pas le magnifique film de Palma. D'ailleurs, on parlait de la fin, et je trouve que la fin de la série est très proche de celle de Carrie. Ouais, en tout cas, sur la fameuse maison. Et sinon, c'est aussi une série, je pense que là, pour le coup, c'est un argument plutôt pratique. C'est une série courte, 4 saisons, et c'est surtout une série qui a des épisodes pas très longs. Moi, j'en ai un peu marre des séries qui adoptent cette espèce de forme de filmique du long métrage où on fait un épisode d'1 heure ou 1h30 tout le temps. Hein. Parce que, après, n'oublions pas que parfois, les épisodes d'1 heure, c'est souvent le premier épisode, le fameux épisode qui lance. Et c'était le cas de Twin Peaks, par exemple. Mais c'est une série qui s'enchaîne très vite, qui n'a pas de temps mort. Et même lorsqu'elle a des temps morts, entre guillemets, parce que c'est pas vraiment des temps morts, mais des moments de pause, les moments de pause sont profondément réjouissants, comme l'épisode du zoo, par exemple, que je trouve formidable. Et l'épisode du zoo, qui est une succession de chutes. Et c'est magnifique. Donc voilà, moi, ce serait mon argument. Et surtout aussi, je pense que ce qui est magnifique dans cette série, et sachant qu'on n'en a pas parlé, mais effectivement, Ishana Shyamalan est une véritable découverte. Donc on découvre une cinéaste. Et n'oublions pas qu'en plus, elle a effectivement travaillé avec Shyamalan, mais encore plus sur Hull, puisqu'elle a été quand même réalisatrice deuxième équipe pendant que la série se faisait, il me semble, hein, si je dis pas de conneries. Ouais. Et voilà, moi je pense que voilà, c'est une série dont on a
peu parlé, j'ai l'impression, et c'est dommage, parce que c'est quand même plus important que certaines séries qui sortent, je pense. Voilà, il y a trop de séries qui sortent, et je pense que là, c'est un bon choix. Pierre, tu confirmes? Ouais, bah moi, bon, au final, ce serait, ouais, bah pour revenir, oui, c'est une série dont je pense qu'on a besoin. Je pense que c'est une série dont on a besoin aujourd'hui. En effet, tandis que les séries ont tendance à toujours allonger leurs épisodes, elle resserre et à faire des épisodes toujours plus amples, toujours plus blockbusteresques. On resserre le cadre des épisodes de 30 minutes dans un huis clos avec un minimum de personnages. Tandis que les séries actuelles ont tendance à valoriser sur le mode de la politique des auteurs du cinéma un showrunner et une vision. C'est une série qui diffracte et qui offre une pluralité de tons et une pluralité de voix d'artistes peu connus, divers, auxquels elle offre auquel elle offre une scène, une grande scène pour chacun s'exprimer tous de concert dans cette espèce d'orchestre géant qu'aura été l'équipe de réalisation de la série. Et puis c'est une série qui finalement aborde la question du contrôle et qui finit par tout faire cramer. Et je pense qu'on a besoin en France aujourd'hui de ça. C'est vrai, Oui. c'est vrai, ouais. C'est vrai qu'elle résonne un petit peu, même si c'est contexte américain, mais pas que, contexte mondial de cette société qui conforme, etc. Voilà, petit message. C'est vrai que c'est important, c'est important. L'émancipation, parfois, passe par des moments difficiles, et c'est aussi le message de cette série. Décidément, je veux que ce soit un film, mais c'est le message de la série, c'est que contrôle, pour sortir de ce contrôle, malheureusement, des fois, il faut vivre des tragédies aussi, hein, mais au Il faut vivre final, le 49.3, il faut mais vivre le tribunal. ça aurait Et été ensuite- marrant. Ça aurait été marrant qu'il y ait 49,3 épisodes, mais non. Non, malheureusement, non. Il y en a 40. Voilà, non, mais On va envoyer un mail à Shyamalan, il va nous faire. non, mais plus Voilà, sérieusement, mais voilà, c'est ça la vie. Ça commence avec le 49.3 et ça finit avec Macron qui n'ose plus venir au Stade de France. c'est vrai. Et pas de Charles III non plus, désolé. Pas de dîner à Versailles. Voilà. J'ai envie Mais non. de dire que, pour une rêve personnelle, j'ai envie de dire que le Stade de France va devenir le même endroit que dans Daguerreotype. Ah oui, le fameux daguerreotype, un court-métrage à voir sur la chaîne Nartopolis d'ailleurs. Je mettrai Et les oui, liens parce que dans les on avait filmé le Stade de France. C'est vrai que maintenant, avec ce qui se passe, ça me fait rire, en fait. Et du coup, pour conclure, je mettrai les liens vers donc les chaînes de mes camarades. Alors, Pierre, c'est camarade Formica, mais avec la table en Formica, il y a quelques podcasts. Je crois qu'il y en a, il y a une discussion sur Shyamalan qui traîne, hein, quelque part. Voilà. Elle traîne sur Microciné, mais enfin, Oui. je vais le dire très clairement, le prochain podcast qui devrait arriver dans les prochaines semaines, ça dépend que de Michael, quand est-ce qu'il décide de pour une dernière saison de Servante. Le prochain podcast, il est prêt de mon côté, il est carré, tout est très bien, la bibliographie est prête, et ce sera sur Shyamalan avec Artaud. Ah bah c'est nickel. Voilà, comme ça, Oui. on sera dans la continuité. Donc. Exactement. Et puis Artopolis, bah, sur sa chaîne, vous pouvez voir des retours cinéma et des courts-métrages. C'est le cinéma à la fois, regard sur le cinéma et création cinématographique. C'est un miroir. La chaîne d'Artopolis, c'est un miroir. C'est ça. Vous avez les deux côtés du miroir. Je l'arrête. En tout cas, merci les amis. C'était un plaisir de parler de cette série, richissime sur les thématiques, sur la création au sens large. De toute façon, hein. C'est un vrai travail de. Ouais, M. Night Shyamalan prouve qu'en plus d'être un artiste créateur, est un chef d'orchestre. Il sait chapeauter des projets comme ça. Et on a hâte déjà de voir son prochain, Trap, qui a été annoncé, et d'autres peut-être projets de série à l'avenir, parce que je pense qu'il y reviendra un jour. Mais il prendra son temps, mais il y reviendra un jour. Il aime bien l'aspect série aussi. Voilà. Mais en tout cas, merci à vous. Et on salue aussi les personnes qui nous écoutent et qui sont invitées à réagir en long, en large et en travers. On lira ça avec plaisir et on y répondra selon ce que vous avez évidemment ressenti de cette série, parce que je pense qu'il y a pas mal de façons de ressentir cette série aussi. Pour avoir des ressentis personnels, on n'en a pas parlé, mais vous pouvez vous sentir, voilà, il y a des choses qui peuvent avoir des résonances en vous aussi. Donc, en tout cas, il ne reste plus qu'à faire le mot de la fin. À la prochaine. Ciao. Ciao.